Alors, bonjour à tous. Déjà, qui on est dans le crochetage. Olivier, donc lui, il est serrurier, il est très axé pratique au niveau crochetage. Il démonte les serrures, il pratique, il fait des tests, il fait des outils, etc. Donc il conçoit. Sa spécialité, c'est le crochetage. Moi, donc, je suis plus orienté théorie. Je fais partie des associations, notamment françaises, allemandes, hollandaises, qui est vraiment liées au crochetage. Euh, et ma spécialité, c'est l'impression. C'est une méthode d'ouverture dont on a parlé l'année dernière. Et on peut en reparler après. On a un atelier, etc., si vous voulez en parler. Et tous les deux, on est membres de plusieurs forums français et internationaux sur lesquels on est plus ou moins actif, mais c'est surtout pour faire des connaissances. La différence entre le crochetage et le hacking, c'est assez marrant, enfin c'est en tout cas notoire, c'est qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de club de crochetage comme il peut y avoir des hackerspace, comme il peut y avoir des équipes de hacking. Donc c'est peut-être un truc qui serait à développer, mais il n'est pas certain que le climat français soit vraiment super pour ça. Mais bon, ça peut être un truc à développer. Alors pourquoi faire une conférence de crochetage dans un truc qui s'appelle la nuit du hack? Tout ce que vous avez, voilà, la force d'une chaîne est égale à la force de son maillon le plus faible. C'est l'idée de se dire que vous avez des baies, vous avez des serveurs, vous avez des ordis qui sont dans des bureaux, etc. Je pense que le meilleur moyen de pirater un truc, c'est encore d'avoir accès à la machine. Ça te plaît? T'es d'accord? Ouais. Donc, si on arrive à accéder à une machine, si on arrive à accéder à des documents, si on arrive à accéder à ce genre de choses, toute la sécurité est perdue, d'où l'intérêt de la sécurité physique et de l'intérêt du crochetage. Alors là, on passe sur les serrures à pompe. Alors serrure à pompe s'appelle serrure en réalité à effet de pompe, tout simplement parce que vous connaissez certainement ces serrures qui sont des serrures qui vont sur les portes blindées en général. Quand on met la clé, ça fait comme un ressort. C'est d'où le nom serrure à effet de pompe. Alors, vous avez en fait deux parties, si vous vous rappelez ceux qui étaient là sur les autres conférences de crochetage. Une serrure est toujours constituée d'un rotor, donc c'est la partie qui va tourner en même temps que la clé, et d'un stator, c'est la partie fixe qui ne doit pas bouger, qui est fixée à la porte. Ce qui fait que ça va tourner ou pas tourner, c'est là que vous avez des barrettes qui sont en fait glissées dans des rainures. Et tant qu'on n'a pas aligné le cran au niveau de l'anneau, on ne pourra pas tourner. Donc le fonctionnement est relativement simple, c'est de la mécanique. Après, l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui fait que c'est sécurisé et surtout qu'est-ce qui fait que ça l'est pas, comment on peut l'ouvrir et comment on peut s'amuser avec ce genre de truc. Donc là, on voit un autre détail de serrure. Donc désolé pour la qualité. Là, c'est pareil. Vous avez le rotor, c'est la partie qui va tourner. Là, vous avez les barrettes. Et si vous voyez ici, vous avez plusieurs crans, dont des crans plus ou moins profonds. Ça, c'est l'équivalent de leurre ou de piège dans la serrure. Quand vous faites un crochetage, quand vous arrivez sur le bon cran, vous sentez un clic, vous entendez un clic, mais là, ça fait des fausses sensations. Donc l'intérêt, c'est évidemment d'éviter l'ouverture. Et nous, on va essayer de voir comment on peut s'en foutre un peu ou comment passer au-delà de ça. Donc, au niveau des serrures à pompe, vous avez des dizaines de modèles. C'est un produit qui a été inventé par Joseph Bramah. Et donc Olivier est très fier de dire que Joseph Bramah était l'inventeur de la tireuse à bière, c'est ça? Voilà. Donc un mec très intelligent et plein de bon sens. Et depuis, donc ça c'était dans les années 1800 et quelques, 1875, voilà. Depuis, ça s'est développé sur plein de modèles différents. Et vous avez là, en fait, c'est devenu particulièrement français. La raison, je la connais pas spécialement, mais je pense que 90% des serrures à pompe dans le monde sont en France. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant à connaître chez nous. Vous avez des serrures avec des pompes frontales. Donc ça, c'est des serrures plutôt bas de gamme. Euh, bon, haut de gamme, mais moyen. Euh, et vous avez des serrures rondes. Ça, c'est vraiment le typique serrure à pompe. Et vous avez des produits vraiment haut de gamme, comme du fichier, avec des innovations, des ingénieurs qui s'amusent sûrement beaucoup et qui font vraiment des produits complètement inédits. C'est pas du tout de la copie de l'existant. Alors,
Qu'est-ce qui fait qu'on peut crocheter une serrure à pompe? C'est le même principe que sur une serrure standard. Vous avez des défauts d'usinage. Vous avez par exemple la différence de dimension des lamelles. Les lamelles, c'est des bouts de métal. Elles peuvent faire 2 mm ou 2,1 mm. La différence n'est pas énorme. Mais quand on a un frottement, on le sent. Et vous avez par exemple celle-ci qui va s'emboîter au niveau au niveau du collier. Donc c'est les deux bacs dont je parlais tout à l'heure. Il fallait aligner le cran sur le collier. Celui-ci, qui est plus fine, ne va pas être bloqué tout de suite. Donc en réalité, quand on va crocheter cette serrure, s'il n'y avait que deux pompes, on commencerait par celle-là et ensuite par celle-là. Donc au lieu de crocheter, quand vous avez une serrure par exemple à 8 barrettes, vous allez crocheter 8 fois une serrure à une barrette. C'est pas aussi simple que ça, mais l'idée générale c'est vraiment ça. Donc on se rend compte qu'on arrive assez facilement à ouvrir. Vous allez voir tout à l'heure les démos que va nous faire Olivier. Des serrures qui sont très haut de gamme, qui valent cher, qui sont installées sur des portes blindées, qui sont installées sur des coffres forts, qui sont censées résister aux plus grandes méthodes d'ouverture destructives et non destructives, qui va nous ouvrir, j'espère, en moins de 5 minutes, en quelques minutes en tout cas. Voilà. Alors, et tout à l'heure je disais, donc il y a des faux crans qui sont des pièges, sauf que les faux crans vont permettre en fait d'avancer un petit peu dans la recherche. Donc c'est comme si on nous disait, au lieu d'avoir 10 possibilités sur une barrette, il n'y en a que 3. Parce qu'il y a un vrai cran et deux faux crans. On ne sait pas c'est lesquels, mais même si on voulait le faire en brute force, s'il y a 5 barrettes, eh ben, ça fait pas énormément de combinaisons à tester. Donc des fois, le piège en fait nous rend service et nous permet d'accélérer l'ouverture. Donc là, ce que je disais, c'est lié à toutes les serrures ont le même problème. C'est des défauts d'usinage qui font que c'est comme si on crochetait 5 serrures d'une goupille ou 5 serrures d'une barrette. Un autre élément qui est intéressant à remarquer sur les serrures à pompe, bien que ce soit du très haute sécurité, on a une faille qui est vraiment bien spécifique de la serrure à pompe, c'est le fait que quand on regarde la serrure, on a accès directement à tous les éléments de la serrure. Quand vous regardez un cylindre habituel, vous voyez la première goupille, mais derrière vous ne voyez pas ce qu'il y a. Là vous voyez tout, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrettes. Donc là on voit les 7 barrettes, ce qui veut dire qu'on peut voir ce qu'on fait. Quand on a commencé à travailler dessus, on peut voir où on en est, on peut voir si elle revient en arrière. Donc on a déjà vraiment une information visuelle et ça va nous permettre après aussi de fabriquer des outils qui vont travailler en direct, en simultané sur tous les éléments de la serrure. Et ça, vous allez voir, c'est royal. Une autre chose qui est intéressante, vous pouvez remarquer sur ce modèle-là, là j'ai coupé le dessus parce qu'on s'en fiche, la hauteur est différente sur chaque modèle, mais ce qui compte c'est de voir que en bas, la différence entre le bas de la barrette et le cran est exactement le même. Donc ce qui veut dire que si on pousse une barrette, toutes les barrettes le plus possible, tous les crans vont être alignés. Donc il suffit avec un outil qui permet de manipuler chaque barrette individuellement, on pousse chaque truc à fond, on serre les trucs. Donc là on est trop loin parce qu'en réalité le cran il faudrait peut-être le mettre ici, mais vu qu'on a tout serré, on tire un peu l'outil et on a une clé qui marche. Et ça marche alors de moins en moins parce que bon, les fabricants se rendent compte et c'est pas difficile à modifier, mais on trouve encore des serrures installées sur des portes blindées ou même des serrures qui ont 5 ans qui sont toujours installées et qui sont toujours avec le même problème. Alors voilà, ça c'est l'outil dont je parlais. Il en existe un par modèle et par marque de serrure à pompe, donc on ne peut pas en montrer, il y en a une vingtaine, on peut en fabriquer, il y a des modèles qui n'en ont pas, mais pour lesquels on peut en fabriquer. Le principe est très simple, c'est comme une clé à laquelle on aurait enlevé tous les éléments qui appuient sur les barrettes, et à la place on met des éléments amovibles et réglables. Donc là vous avez les vis qui permettent de bloquer, et là on peut changer la profondeur. Donc c'est comme si c'est une clé variable. Donc on peut facilement modifier notre clé et faire des dizaines de tests, des centaines de tests en quelques secondes, et en même temps sentir directement l'intérieur de la serrure. On peut aussi le faire sans un outil comme ça, parce que ça vaut entre 800 et 5000 euros selon les modèles. Mais après c'est à la main, il faut crocheter 8 fois la serrure s'il y a 8 barrettes.
Voilà, ça c'est des produits qu'on peut fabriquer soi-même, ou qu'on peut faire fabriquer, ou qu'on peut acheter sur Internet. Il suffit d'avoir une carte bleue et il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de question de poser. Alors maintenant, Cocolitos va nous montrer, va nous faire ses démos. Voilà, faut qu'il court jusqu'à la caméra. Donc là, pour des raisons techniques, il va se mettre là-bas pour faire ses démos. Et vous allez voir sur 3 serrures qui sont des serrures haut de gamme installées un peu partout en France, avec des outils qui ont été développés en interne. Une ouverture, normalement, en moins de 5 minutes pour chaque modèle. Donc là, voilà, il utilise sa clé pour montrer le fonctionnement. Voilà, la clé marche très bien. La serrure aussi. Voilà. Et donc là, il va utiliser un parapluie. Donc l'outil dont je parlais tout à l'heure, c'est simplement une clé, une genre de clé sur lequel on a rajouté des éléments qui peuvent bouger. Voilà. Là, il fait bouger, il peut faire bouger les éléments. Donc après, la théorie, c'est tout simple. On met l'outil dans la serrure et on vient, voilà, là il appuie et il vient sentir où sont les crans. Ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs crans. En général, il y a un vrai cran, 2 faux crans. Donc il vient sentir où ils sont. Une fois qu'il est sur un cran, il le bloque, il passe sur une autre barrette et il voit si ça ouvre. Si ça ouvre pas, c'est qu'il y a au moins un des trucs qui n'est pas sur le bon cran. Donc il vient retester. Et en réalité, on sent, il y a une différence de dimension entre le vrai cran et le faux cran. Donc le vrai cran ne permet pas du tout de bouger le palpeur, alors que le vrai cran va permettre de bouger le palpeur. Donc la différence, elle est d'un demi-millimètre, mais à la main, ça sent. Et alors l'intérêt de cet outil par rapport au crochetage traditionnel, c'est que vous pouvez bloquer la combinaison. Là on voit le cran bouger quand il pousse le palpeur. Donc une fois qu'on a un truc, on pense qu'il est bon, on peut continuer, contrairement au crochetage traditionnel, où si on relâche la tension, il y a tout qui s'arrête. Et voilà. Bravo Coco. Donc après il ajuste pour être sûr voilà, que ça marche très bien. Sur un produit comme ça, une fois que la combinaison est gardée, on peut revenir quand on veut, on remet l'outil, ça ouvre sans problème. On peut aussi refaire une clé directement à partir de ça. Et voilà. Donc maintenant, il va nous montrer un modèle un peu plus compliqué. Donc là, on voit l'effet de pompe. Il y a un ressort au fond, voilà, on sent en fait les barrettes sont sur ressort. Même principe avec un outil différent. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, il faut un outil par marque, par modèle. Donc ça revient cher si on veut tout avoir. Mais en général, si c'est pour de la sécurisation, par exemple d'informatique, si vous savez ce qui est installé chez vous, le mec qui veut vous attaquer, il sait aussi ce qu'il y a, donc il suffit d'un outil ou 2 outils et il peut faire à peu près ce qu'il veut. Sachant que ça, c'est des outils qui laissent très peu de marques. Quand on fait du lockpicking, ça laisse des traces. On peut les repérer avec des microscopes, on peut démonter, prendre des photos, faire des comparaisons avec des produits qui n'ont jamais été crochetés, mais ça laisse très peu de traces et surtout la serrure continue de fonctionner sans problème, donc vous ne savez même pas que vous avez été attaqué et vous en rendrez peut-être compte un an plus tard.
Et voilà, bravo. Donc ça, sans vouloir alarmer les gens qui sont dans cette salle, c'est des serrures qui sont toujours vendues, toujours installées par la majorité des serruriers et qui sont toujours agréées aux assurances puisque c'est des cylindres qui sont réellement de bonne qualité. Mais comme on peut le voir en quelques minutes, alors bien sûr Coco sait y faire, mais disons que c'est possible. Pour ceux qui le souhaitent, après, si vous voulez poser des questions, bon, on posera des questions à la fin de la conf, mais si vous voulez, après, il y a l'atelier crochetage où Neuro nous fait le plaisir de vendre du matériel de bonne qualité et surtout pas cher quand on voit ce qui se vend sur Internet. Donc si vous voulez vous essayer à ça, vous avez plein de matériel là-bas, vous pouvez, il y a quelques serrures de démo, vous pouvez essayer. Et si vous avez des questions, si vous voulez savoir un peu ce qu'il y a chez vous, ce qu'il y a à votre boulot et savoir ce qu'on peut faire dessus, on pourra peut-être vous aider. Voilà, donc là c'est pareil, on voit l'effet de pompe, il y a un effet de ressort avec la clé. Alors sur ce modèle, qui est beaucoup plus difficile que les autres, la raison elle est simple, c'est que là il y a 8 barrettes, alors que celle d'avant il y avait 6 et 5 barrettes. Et sur ce modèle, il y a un seul ressort qui tient les 8 barrettes. Le problème de ça, c'est que ça donne très peu de sensations. Quand on a un ressort sur chaque barrette, à chaque fois qu'on appuie sur une barrette, on sent la barrette revenir, donc on peut vraiment la palper et sentir comment elle réagit. Sur ce modèle, quand vous allez en pousser une, elle va pousser le ressort au fond, et après le ressort il reste en place, les autres donneront très très peu de sensations. Voilà, donc là il ferme la clé. Donc là vous voyez le nombre de vis, là vous avez 8 palpeurs. Donc là, vous avez vu, il était obligé de ressortir. La raison, elle est toute simple, c'est que comme il n'y a qu'un seul ressort, une fois qu'on a tout poussé au fond, si on a dépassé le cran, ça ne revient pas automatiquement en arrière. Donc il est obligé de ressortir l'outil complètement pour que le ressort annule tout et de repartir en avant. L'avantage de l'outil, c'est qu'il n'a pas perdu sa combinaison, il a juste perdu sur la barrette qu'il voulait faire reculer. Donc il peut continuer sans perdre du temps.
Bon, c'est toujours les aléas de la démonstration, hein. Tu penses que ça va le faire, Coco? Ouais, bravo. Elle n'était pas facile, hein. Bon, c'est normal, elle coûte 4 fois plus cher que les autres, donc c'est bien qu'elle soit un peu mieux que les autres. On peut switcher sur le PowerPoint. Merci Coco, bravo. Alors, il y a quelques contre-mesures qui existent contre ces types d'outils. Il existe aussi des outils encore plus performants qui permettent de contrer les contre-mesures, mais les ingénieurs ont mis en plus des barrettes qu'on voit ici, ils ont mis des goupilles, donc type traditionnel, dans l'autre sens. Donc ça fait des outils qui deviennent hyper compliqués, d'une précision extrême, qui valent des milliers d'euros. Donc après, c'est vraiment pour les services secrets ou pour le mec vraiment acharné. Donc, mais c'est important de savoir ce qui existe et de savoir qu'en serrurerie, concrètement, je pense que c'est comme en informatique, c'est une question de temps, d'argent, de détermination. Donc tout est faisable. Un autre élément qui peut être intéressant, vous avez certaines clés qui sont protégées contre la copie, parce que j'en parlais tout à l'heure avec l'un d'entre vous, je ne sais plus qui me disait qu'il avait à son boulot, les serveurs étaient avec des clés haute sécurité. Sauf qu'en réalité, a priori, ce serait une clé qui est copiable chez n'importe quelle clé minute. Donc il suffit que la femme de ménage prenne les clés 3 minutes ou qu'un mec chope un trousseau de clés, il va chez le clé minute, il refait faire un double et il la rend. L'intérêt de clés comme ça, avec des éléments, là c'est une petite barre qui est sur ressort, ça c'est une petite bille qui va bouger. Avec des éléments comme ça, les clés sont brevetées et ne sont pas copiables.
légalement. On peut tout faire, ça reste que des bouts de métal, mais ça permet de se protéger un petit peu contre les copies frauduleuses. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a donné le goût de la serrurerie et que ça vous a pas trop fait peur, ou peut-être un peu quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions ou pas? Ouais. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, avec Coco, on sera là-bas sur le stand. Ouais. À propos des serrures haute sécurité en 3D, comment ça se passe? En 3D, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, parce que généralement les clés classiques, c'est vous avez des pins que sur une face, mais là vous pouvez avoir des pins sur 3 voire 4 faces. Ça ne pose pas de problème particulier. Il y a plusieurs marques qui font ça. Ça rajoute de la difficulté. Une serrure, au lieu d'avoir 5 goupilles, elle en aura peut-être 15. Et en l'occurrence, là, Coco me dit, celle-là, on avait en 3D, c'était un rond, et elle en avait sur tout le tour. Donc, ça fait juste des outils plus compliqués, ça prend plus de temps, mais globalement, tout est faisable. Il y a quelques serrures qui ont, jusqu'à maintenant, pas été officiellement ouvertes. Donc, elles sont très bonnes, mais elles sont rares et très chères. Oui, par rapport à la norme de protection A2P de mémoire, de votre retour d'expérience, chaque étoile est censée représenter 5 minutes. C'est respecté ou au final on est plus proche de 1 à 2 minutes? C'est relativement respecté. Donc la norme A2P, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la norme que demandent les assurances pour une serrure, pour une porte blindée. Et c'est 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Ça correspond à 5, 10 ou 15 minutes nécessaires à l'ouverture par des professionnels qui font les tests. Tout est relatif puisqu'ils ont une liste de tests à faire. Si dans leur liste de tests, il n'y a pas un bypass particulier qui serait lié vraiment intrinsèquement à ce modèle de serrure, ils vont dire qu'elle est très sécurisée, alors que peut-être qu'il y a une faille qu'ils n'ont pas vue et qui ne sera pas documentée dans leur système, donc ils vont dire que c'est du très haute sûreté et en réalité, peut-être pas. Mais globalement, c'est quand même respecté. Bonjour, j'aurais voulu savoir quel est l'ordre de prix des serrures qu'on a vues, par curiosité. La dernière. Alors 800 € pour la dernière, et les deux, alors la perche elle est à 300 ou 400 € la première, et la version cylindre 5 barrettes, elle est aux alentours de 100, 120 €. On a encore pour le temps pour environ une question. Bon bah. Bonjour. La location pour Coco pendant une demi-heure. Oui. Une demi-heure de location de ton temps. Très cher. Merci. Bonjour, je voulais avoir des informations par rapport au pass PTT. Tu veux savoir quoi? Des informations par rapport au pass PTT, cette espèce de clé à 4 crans égaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Qu'est-ce que tu veux comme info? Bon, donner le pass, tout le monde l'a, je pense. Enfin, si tu l'as pas, demande à tous ceux qui sont là, ils l'ont. D'accord. Je pense. Hein. Non, mais bon, enfin. Après, le pass PTT, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si on est content, pas content, si c'est facile, pas facile. Non, si, ça ouvre quel type d'immeuble en fait. C'est les vieux. Alors, le pass PTT, la Poste. Bon, Coco, c'est peut-être, tu veux expliquer? Tu connais peut-être mieux que moi le système. Alors le pass PTT, il y en a pas mal, il y en a pas loin d'une vingtaine. C'est un sujet vachement sensible que d'en parler en public, mais bon. On va parler du pass PTT qui ouvre les boîtes aux lettres individuelles. Les pass PTT, c'est pass PTT, et on peut les refaire via la clé originale, c'est-à-dire que via n'importe quelle clé vendue dans le commerce, on peut retailler le pass. Donc ça, c'est une énorme faille en termes de système hiérarchisé. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Alors, le pass PTT, plus largement, c'est un pass sur un organigramme. Donc,
On avait parlé, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, d'une méthode relativement simple qui permet, à partir d'une clé, par exemple la clé de votre bureau, là où vous travaillez, vous avez peut-être une clé de votre bureau qui ouvre pas le bureau du voisin, mais le patron a peut-être une clé qui ouvre toutes les portes. Quoi Non, qui ouvre toutes les portes. Et en quelques tests non destructifs, sans démonter le cylindre ni rien, on peut refabriquer le pass général. Donc, le pass PTT peut être fabriqué par n'importe qui. En plus, le pire, c'est qu'ils ont fait une bêtise, c'est qu'on peut le fabriquer directement avec la clé de votre boîte aux lettres. Et pour répondre un peu plus précisément à la question, le pass dont on parle souvent, c'est un pass qui va ouvrir les boîtes individuelles et beaucoup d'immeubles, mais de moins en moins, puisque maintenant on est passé sur du VIGIC, qui est du RFID relativement correct, d'après ce que j'ai entendu dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Où ça? Là? Tu as parlé des VIGIC. De votre côté VIGIC, les passes, qu'est-ce qu'il est sorti dernièrement sur le sujet en fait? Parce que ça coûte cher, hein. Concernant les passes, j'ai pas trop d'infos. Je touche plus à la mécanique qu'à l'électronique. Je crois que c'est le cas aussi de Coco. Je sais qu'il existe des passes qui sont les passes pompiers, les passes PTT justement, qui ont des horaires. C'est un pass. Dans la documentation, il est écrit en fait que c'est un pass avec un identifiant unique qui n'est pas unique de fait, puisque tous les pompiers ont le même identifiant unique, tous les mecs de la poste ont le même identifiant unique, et en plus il y aurait une information de date intégrée dans le badge. Donc on ne peut pas copier un badge PTT sur n'importe quel badge, et on ne peut pas non plus piquer un badge PTT et l'utiliser, puisqu'il faut le recharger en général toutes les 24 heures. Après, il y a peut-être eu des exploits qui ont été faits dessus, mais auxquels je ne suis pas au courant. Une question ? Une question peut-être ? Une question, je ne sais pas si vous aurez la réponse. Est-ce que vous avez fait des comparaisons avec les systèmes de contrôle d'accès biométriques, empreintes digitales, rétiniennes ou etc., quant à la difficulté de les casser ou à la solidité des moyens d'accès? Rien en particulier. La réponse va être un peu la même parce que c'est de l'électronique et je ne peux pas vraiment m'exprimer dessus. Ce que je peux dire personnellement, j'aurais moins confiance dans un système biométrique qui est ce qu'on appelle effectivement du contrôle d'accès. En serrurerie, ce qu'on appelle contrôle d'accès, ça ne veut pas dire sécurité, c'est presque le contraire. C'est de dire, moi la définition qu'on peut donner, c'est de dire qu'un gentleman ne doit pas pouvoir ouvrir la porte du voisin. Donc, en se trompant, on ne peut pas ouvrir la porte du voisin, mais on réduit la sécurité, parce que sur un organigramme, je disais tout à l'heure, avec la clé de votre bureau, vous pouvez retrouver, par une escalade de privilèges, retrouver le pass général. Ça, c'est du contrôle d'accès, ça réduit pour moi la sécurité. Et au niveau électronique, le problème, c'est que sans faire sans dire que tout ce qui est libre et open source, c'est bien, dans la biométrie, en général, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on ne sait pas s'il y a soit une backdoor, soit une faille. Dans une serrure, on va dire c'est plus à porter à échelle humaine, à mon goût, parce que je suis peut-être plus orienté mécanique, mais on sait ce que c'est un cylindre, ça tourne ou ça tourne pas. Biométrique, peut-être qu'il va faire des faux positifs, peut-être qu'il va faire des faux négatifs. Je pense que c'est plus délicat. Je pense qu'il y a plus de risques. Après, dire si c'est mieux ou moins bien, Coco veut rajouter, vas-y. Oui, et puis la biométrie, c'est des serrures qui coûtent super cher. Ce que je veux dire par là, c'est que sur un fabricant de serrures, il va prendre l'empreinte digitale. Il y en a certains qui se font un scan 3D, donc qui prennent la température du corps, le flux sanguin et plus l'empreinte digitale. Mais de plus en plus, les fabricants gardent quand même un système mécanique. Parce que, à mon avis, ils n'ont pas confiance en la biométrie et dans l'électronique. On voit ça sur les coffres forts, par exemple. Certaines serrures, je vais citer la marque Kezo en électromécanique. Il y a des clés de secours, on appelle ça. Donc, quoi qu'il en soit, qui est biométrie, on passe par la clé de secours. Voilà. On a encore le temps ou pas? C'est une question là-bas. Là-bas.
J'aurais voulu en savoir un peu plus sur la sécurité des serrures radiales qu'on voit chez beaucoup de particuliers. Des serrures radiales, quoi? Les serrures radiales, vous savez, les clés plates. Ouais. Alors, radial, ça peut vouloir dire deux choses. Donc, si c'est le terme générique pour dire les clés donc, qui ont un profil horizontal, donc les clés à trous en général, c'est quoi? C'est un avis sur la sécurité de ça? Tu veux savoir? Oui, sur les serrures radiales de vachette, par exemple. Ah, donc alors voilà. Donc ça, le terme général radial veut dire clé à trous, voilà. Vachette fait aussi un modèle qui s'appelle radial, radial S, radial SI, radial NT. C'est des bons produits. Le seul qui est encore breveté, c'est le NT. C'est un bon produit. Il faut savoir qu'il est réellement sécurisé pour la casse en modèle NT+, puisqu'il y a de l'anti-perçage, de l'anti-cassage. Le modèle NT, au niveau cassage, est sensiblement similaire à n'importe quel cylindre. Un mec qui vient avec une clé à molette ou une pincetto ou n'importe quoi, et au crochetage, mais c'est plus difficile. Mais ça se fait. Voilà. C'est un bon cylindre. Après, c'est comme tout, c'est pas infaillible. Il faut bien le choisir, il faut l'utiliser de manière intelligente. Il ne faut pas qu'il dépasse de la porte, sinon on peut le casser facilement. Après, c'est tout le reste est important. J'ai juste une petite question qui n'a rien à voir avec ça, mais je profite d'être là. On recherche un technicien GSM qui serait bien calé en câble rayonnant. S'il y a quelqu'un dans l'assistance qui se sent concerné, qui vienne me voir à la fin, on pourrait discuter. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis au plaisir. N'hésitez pas à passer, on vous accueillera avec Neuro, Poisson, tous les autres. Désolé pour ceux que j'oublie. À plus tard. Merci beaucoup.